Ça vous dit une vidéo avec une personne qui est très sollicitée par les médias pour son analyse absolument pertinente sur les marchés financiers? Eh bien, il s'appelle Romain Daubry, il passe sur toutes les chaînes qui puissent exister sur la finance, et il a accepté mon invitation pour cette fameuse série Au micro de Ricardo pour une asso. Alors le contenu de ce que Romain va nous dire dans cette interview, ça va être absolument impressionnant parce que, à vrai dire, il y a un petit peu de délai entre le moment où vous allez voir la vidéo et puis le moment où on voit le résultat sur les graphiques de ces valeurs. Mais à vrai dire, il a parlé pas mal des GAFAM, notamment. Il a parlé pas mal d'autres choses, à vrai dire. Mais il a parlé des GAFAM et tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé exactement comme il l'a dit. Et ça, c'est assez impressionnant de voir que l'analyse technique, comme il la présente, est vraiment hyper enseignant, pour des gens comme vous qui commencez en bourse. Et ça, c'est très intéressant pour vous éduquer, tout simplement. Donc voilà, c'est une vidéo qui sera absolument exceptionnelle par une personne un peu plus discrète que les autres, mais qui est très pertinent sur son contenu. Et puis Romain s'associe à moi pour aider cette association qui s'appelle Solidads. Solidads, on vous invite tous à faire des dons pour cette association, une association pour des enfants handicapés et des papas qui essayent d'aider ces enfants aussi. Et donc je remercie déjà par avance Romain pour toute son aide sur ce sujet-ci. Allez, je ne vous fais plus tarder, on attaque tout de suite avec l'intégrale de cette discussion. Allez, c'est parti. Salut Romain, comment vas-tu? Et dis-moi au fait, qui es-tu? Présente-toi à nos auditeurs. Salut Richard, bonjour. Je suis Romain Daubry, je suis un ancien courtier. J'étais courtier pendant 25 ans chez Bourse Direct, courtier actions et puis courtier sur les marchés dérivés d'options et de futurs. C'était ma spécialité. Et puis, comme j'avais envie d'avancer, de progresser, je me suis réintéressé en 2014-2015 à mon premier centre d'intérêt en bourse, c'était l'analyse graphique. Donc j'avais plus de temps, j'ai bossé dessus. J'ai passé le CFTI, donc le diplôme de la Fédération internationale d'analyse technique. Et oui, il y en a un, parce que l'analyse technique, on ne le dit pas assez, c'est quand même un domaine qui est quand même très précis, qui répond à des critères précis. On se dit que c'est très abordable parce que, oui, j'ai trouvé une épaule, tête, épaule, etc. Il faut bien comprendre que c'est plus compliqué que ça. Il y a la partie analyse graphique, puis il y a la partie analyse technique qui vient compléter tout ça. Et donc, c'est ce qui m'intéressait. Donc, le CFTI, ça te permet de faire quelque chose de beaucoup plus académique. Grâce à quoi je suis devenu aussi analyste chez Bourse Direct, donc j'ai piloté 2 activités en même temps, la partie marché dérivé, donc courtier sur les options et les futurs, avec des clients particuliers, et puis j'ai été aussi membre de la cellule info d'experts, donc du service d'accompagnement des clients sur ce segment, donc sur lequel on animait des portefeuilles pour les guider sur les marchés. Et puis tu connais, je crois. T'as commencé il y a combien d'années la bourse? C'est vieux, c'est à quel âge cette histoire? C'est vieux maintenant, tout à fait. J'ai commencé en 80. Alors mes premiers stages datent de 94 ou 95, mais j'ai commencé à bosser en bourse en 99. 6 mois avant la fin de la bulle Internet. C'est pour ça que je suis souvent prudent dans mes analyses. Vous verrez. J'ai un petit biais parce que j'ai connu 6 mois de hausse et 2 ans de baisse pénible. Ça arrive aussi, le marché peut pendant longtemps baisser et être infernal. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, ouais, tout à fait. Enfin, quand dans la partie vraiment active, mais j'avais déjà quelques années de marché avant. Et voilà, donc analyse graphique. Et puis, logiquement, le service info d'experts. Et puis, il y a toute la partie média. Ah oui, t'es une star, hein. On a une star avec nous aujourd'hui. Hein. Ouais, je suis une star. Non, j'ai la chance de pouvoir de proposer mes scénarios sur différents supports médias. Et donc, effectivement, sur la chaîne YouTube de Bourse Direct, sur BFM, bien sûr, et puis sur Bismart aussi, et puis sur notre chaîne YouTube de l'Atelier des options, puisque voilà, c'est ça le changement et la mutation, il y a 1 an de ça, un peu plus. Et puis, je crée aussi en parallèle mon activité de trading pour compte propre, puisque quand tu es courtier, c'est pas facile de le faire. Donc voilà, donc 3 volets depuis 1 an, nouveaux. Et voilà où j'en suis pour l'instant, donc pas mal d'activités. On a quelques points communs, la formation, et puis trader en compte propre à côté, on associe les deux. Il y a des gens qui ne le font pas, mais nous, on le fait. C'est important. Moi, j'estime que quand tu formes, il faut quand même être... Si tu apprends à faire de la maçonnerie à quelqu'un, c'est quand même bien d'avoir monté quelques murs dans ta vie, quoi. Évidemment, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est cette vocation de partage. Et puis puisqu'on parle de partage et d'initiative, le rendez-vous d'aujourd'hui c'est basé sur une très bonne initiative de ta part. Solidads, vous le voyez écrit sur le t-shirt de Richard, et voilà, donc c'était une belle histoire pour ta 100e, c'est ça? C'est le 100e hebdo, ouais, tout à fait, ouais. 100e hebdo, et donc c'était joli de faire ça, et donc je suis ravi d'y participer. Donc évidemment, moi je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci Romain. C'est avec grand plaisir. C'est sympa, ça fait plein de fois qu'on se croise, qu'on se parle souvent, et
c'est qu'on a un peu la même façon d'aborder les marchés, les choses. Et donc, c'était un grand plaisir, pour une fois, de trouver quelque chose à faire. Et en plus, d'utile donc, pour cette association et pour laquelle vous savez que vous pouvez donner. Et en plus, si je ne me trompe pas, il y a un avantage fiscal. C'est-à-dire qu'on récupère les 2/3 en avantage fiscal de ce qu'on a donné. Hein. Donc, si vous donnez... si on donne 300, ça coûte que 100. Voilà. C'est donc en avantage fiscal, en tout cas, qu'on soit fiscalisé ou pas. Donc, allez-y, belle initiative pour cette association qui aide donc les parents d'enfants handicapés. Ouais, c'est une association de papas et qui fait des actions pour les handicapés et c'est sur Paris essentiellement, hein, mais sincèrement c'est du matériel très cher et il y a besoin d'argent tout simplement et il paraît, alors c'est Nicolas Chiron qui m'a dit ça, il paraît que ce serait la première fois que quelqu'un fait ça dans le domaine de la finance, des influenceurs financiers. Ce serait la première fois qu'il y a un truc de ce style-là. Et je savais pas, mais bon, voilà, c'est lancé. Et j'espère que il y a beaucoup à faire dans le domaine, à mon avis, effectivement. Ouais, et puis parfois faire pour les autres, c'est bien aussi. Enfin, je trouve qu'on cherche à gagner de l'argent évidemment en bourse, mais parfois rendre à des gens qui sont en difficulté. Bien sûr, redorer le blason de la finance qui est pas toujours. Qui n'est pas toujours bonne presse, alors qu'il est quand même assez utile. Enfin, c'est un autre. Oui, mais à vrai dire, les gens, ils nous voient à travers les réseaux, mais nous, on se connaît, même si on se parle peu, on n'a pas toujours le temps, mais c'est vrai qu'il y a l'envers du décor. Et les personnes qui sont venues pour cette chaîne sont des belles personnes. Merci. Tout simplement. Voilà. Et t'en fais partie. Bon, alors, donc, du coup, on va parler bourse, quand même, un petit peu. On va parler d'actifs divers et variés. On a dit qu'on parlait pas de boulot. Si, tu vois, j'ai été condamné à ça. Ils sont là pour écouter nos envies, de ce qu'on a envie de raconter. Et donc, je vous ai tous interpellés sur à peu près la même thématique. En gros, si tu as une action que tu voudrais parler, dans le caractère éducatif, de voir ce que tu en penses. Et puis, tu avais envie de faire un petit point sur ton sentiment de marché actuel. Et puis, si tu as une anecdote à nous dire croustillante, écoute, ce sera avec grand plaisir. Ce sera tout le contenu de ce que tu vas nous proposer. Mais est-ce que tu as une action à nous parler aujourd'hui plus particulièrement ? Eh ben écoute, oui, mais tu m'as posé une deuxième question, c'est qu'est-ce que je pense du marché en ce moment. Alors, je suis en train de partager mon écran et tu dois avoir une action qui s'est affichée. Nextera Energy. Nextera Energy. Oh, c'est pas européen, ça. Non, c'est américain, c'est le mastodonte des énergies renouvelables aux États-Unis. D'accord. Et c'est un titre qui est. Alors moi, je connais pas. Ils font quoi exactement ? Tu sais ce qu'ils font exactement ? Alors, ils fonctionnent beaucoup dans tout ce qui est énergie renouvelable. Il y a de l'éolien de mémoire. Il y a qu'est-ce qu'ils ont Ils font du solaire ou pas ? Ils font alors Florida Power. Écoute, je vais pas te dire de bêtises. Je coupe s'il faut. Ouais, non, t'as raison, il faut aller plus loin. Donc, production d'électricité diverses, propriétaire de centrales électriques fonctionnant au gaz naturel dans 10 États, d'éoliennes, de parcs éoliens, etc. Donc, c'est devenu en capitalisation plus gros que ExxonMobil à une époque, c'est pas où ça en est maintenant, mais c'est gigantesque. C'est un secteur des énergies renouvelables qui ont à nouveau le vent en poupe parce que ça a été très à la mode jusqu'en 2021 ou 2022 et depuis ça a moins le vent en poupe et c'est un titre qui, comme tu peux le voir ici graphiquement, évolue. Oh, c'est magnifique ça. Dans un gros range avec une sortie par le haut, ça sent en 2023 et ça a l'air de sortir par le haut et mon ellipse elle est peut-être presque petite maintenant par rapport. T'es sur des bougies quoi là, bougies daily? C'est du mensuel. Du mensuel. Oui, c'est du mensuel. Et donc, Nextera, elle faisait rien depuis 2021, tu vois, comme tout le secteur. Il y a même eu un trou d'air qui le fait sortir du range 60-83 en 2023. Ouais. Et puis, on l'a réintégré. On a retapé sur la bonne base du range. Et puis, on a cumulé depuis maintenant le mois de septembre, octobre. Octobre, contre la résistance à 83. Et comme tu l'as vu, c'est en train de sortir très franchement de ce range. Donc, quand on a un gros range propre comme celui-ci, il y a parfois des fausses sorties, mais quand la sortie se confirme sur plusieurs échéances... Il y a eu volonté, il y a 3-4 mois, il y a eu volonté de faire une fausse sortie, mais finalement, elle a été invalidée. Hein. Ça rebondit. En partie haute, puis le marché était un peu indécis, mais là, ça a l'air de partir, et ça fait partie des secteurs forts en ce moment. Donc, potentiel intéressant, des résistances intermédiaires qui s'approchent, mais on a une grosse cible à 105-35.
Donc il y a du potentiel sur cette valeur tant qu'on est au-delà de 83. Donc il y a un ratio risque-rendement, même si le timing n'est pas parfait aujourd'hui, il y a un ratio risque-rendement qui est intéressant, qui se défend bien. Dans un marché que je trouve complexe, parce que quand tu m'as demandé de choisir une valeur, je t'ai dit, oh là, j'ai pas tellement d'idées en ce moment, mais voilà, il y a des valeurs qui surperforment. Moi, je suis un peu méfiant dans ce marché, comme on l'expliquait au début, un peu en plaisantant, mais c'est pas complètement faux. Je suis arrivé en 99, donc j'ai connu la bulle de Internet. Et puis, Tu peux arrêter le partage si tu veux parler des plus larges. 2008, ouais, bien sûr. Et donc j'ai connu aussi 2008. Ouais. Et donc on a connu des années noires. Hein. Ouais, des années noires et puis des années qu'on a un peu oublié depuis. Tant mieux. Hein. C'était pas un plaisir cette époque-là. Je me souviens entre autres en 2008 de coupe-circuit qui avait tous, enfin coupe-circuit, d'excès qui avaient tous été dépassés. Hein. On m'expliquait à l'époque que le CAC 40 avait jamais perdu plus de 7% entre l'ouverture et la clôture. Là, sur les futurs, le soir, on voyait à moins 14%. On débouclait sur des options, des positions dans des conditions monstrueuses. Et donc, on avait un marché qui était. Moi, ce qui m'a plus marqué dans mon histoire boursière, c'est pas 2008, c'est pas 2000, c'est 1987. Et la fascination est arrivée là. 87. Le Dow Jones prend moins 22% en une séance. Pas de coupe-circuit. On est au début de l'informatique. Et c'est le drame absolu, avec des situations à New York phénoménales. Et donc, tu vois, il y a encore pire, hein, si tu te rappelles bien. On était jeunes. Hein. Moi, j'étais un peu plus jeune. Je m'intéressais moins au marché, quoi. J'étais un peu concerné indirectement. Mais non, ce que j'ai vécu vraiment en tant qu'intermédiaire, en étant avec des clients au téléphone et avec des moments un peu violents. Et donc, malheureusement, ces périodes, elles sont heureusement relativement rares. Malheureusement, on n'en a pas connu depuis longtemps et les baisses qu'on a connues 2020, 22, 25, elles ont été très canalisées, hein, même si elles ont été importantes. Tout le monde a un peu tendance à oublier les pourcentages de baisse pendant le Covid, mais c'était quand même 40% sur les gros indices. 40%, c'est beaucoup en 2-3 mois. Le 22, le Nasdaq fait un moins 40. Hein. C'était, ouais, voilà. Nasdaq 100 moins 40. On les oublie assez vite parce que ça a rebondit assez vite. Malheureusement, ce qu'on n'a pas connu depuis longtemps, c'est des séquences de baisse longues qui sont des bear market lourds. Et c'est plus comme ça que moi je vois un bear market. C'est pas un bear market, c'est pas parce qu'on a perdu 20% sur un indice qu'on passe en bear market parce que c'est mécanique. Un bear market, c'est un marché qui t'entraîne à la baisse et qui continue pendant des années. Ça, c'est très lourd. Et malheureusement, c'était ça un peu ma vision des choses pour l'instant. Je me dis que le risque est un peu asymétrique avec un Nasdaq qui a pris presque 300% depuis 2020. C'est que la moyenne sur le S&P, sur l'horizon le plus large auquel on peut le regarder, c'est de l'ordre de 7 à 9%, selon qu'on regarde avec or ou avec inflation, etc. Mais on est très très loin des écarts normaux de la moyenne. Puis il y a des comportements sur le marché qui me paraissent un peu risqués. Donc, je ne sais pas si on aura des mouvements de cette ampleur-là, des mouvements longs, mais on a quand même des éléments qui laissent à penser que peut y avoir une récession, que tous les économistes attendaient en 2022 et qu'on attend, dont on ne parle quasiment plus aujourd'hui. Ouais, à vrai dire, on reporte tous les ans cette fameuse récession qui ne vient pas. Voilà, donc il y a de ce côté-là quelque chose à mon sens à regarder, et en tout cas un risque qui devient au moins asymétrique, c'est-à-dire que tu vois moins les indices progresser autant qu'ils ont de chances de baisser pour l'instant. Donc voilà, on fait du stock picking, à mon avis, toujours. Il y a des histoires intéressantes, des secteurs qui sont forts, qui sont en dehors de la tech, même s'ils sont touchés par la tech directement. Mais j'aurais tendance à être un peu prudent. Et ce que je vois sur la tech américaine aujourd'hui est quand même assez violent. On voit des Zscaler, des Salesforce, Microsoft, qui prennent des coups assez marqués, qui pour l'instant se stabilisent, mais testent quand même des niveaux de support de long terme. Puis on a des titres qui forment peut-être des figures de retournement. Enfin, tu vois, on va avoir au moment où on se parle AMD qui va ouvrir à moins 6, qui est peut-être en train de former une figure de long terme, un double top, un vrai double top, parce que souvent on a des graphiques, on parle de double top, alors que c'est pas la figure académique. Encore une fois, là, il y a un effort de pédagogie et d'éducation à faire là-dessus. Mais donc voilà, donc il y a quand même des foyers de prudence, à mon avis, à avoir dans ce marché, et au moins garder un peu de cash pour si ça se passait mal. Et donc voilà, ma lecture pour l'instant, elle est il faut être un peu prudent, et on a de la marge. Si on regarde le S&P, le premier niveau autour duquel on tourne, c'est 6920 points, et le niveau d'alerte un peu sérieux, c'est 6550, enfin, qui deviendrait sérieux, c'est 6550. Donc il y a un peu de marge, ça peut consolider, mais pour l'instant, on voit que les opérateurs ne sont pas décidés, qu'il y a peu d'intérêt,
Si on regarde du côté des marchés dérivés, tu sais que c'est un de mes critères d'intérêt aussi. Pour ceux qui ne traitent pas les marchés dérivés directement, en tout cas, ils ont aussi cette vertu de donner l'exposition réelle des gros opérateurs. C'est-à-dire qu'on va savoir, en fonction de la position ouverte sur les contrats futurs, si elle est importante, et là, elle est inférieure à la moyenne nettement, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. En Europe encore plus, mais aux États-Unis, c'est moins que la moyenne, hein, et nettement. Et puis, on va pouvoir mesurer aussi l'état d'esprit des investisseurs avec ce marché, avec des ratios put-call qui vont permettre de mesurer l'exposition réelle, parce que tu as le déclaratif, tu as ce que disent les opérateurs et puis ce qu'ils font. Et là, pour l'instant, ils sont relativement optimistes. On n'est pas en euphorie, mais ils sont relativement optimistes, malgré les warnings qu'on vient d'avoir pour l'instant, et puis ils sont très en retrait. Puis par ailleurs, on le sait, hein, on a des gros acteurs du marché qui ne sont pas investis. On voit des Ray Dalio qui ne sont pas dans le marché, ou très peu. Warren Buffett qui expliquait qu'il ne trouvait plus de foyer d'opportunité dans le marché. Alors, ce sont des opérateurs qui ont des visions de temps et des expositions en capitaux qui sont tellement importantes qu'elles nécessitent du temps pour rentrer et du temps pour sortir. Mais voilà, on se dit être tout en haut. Ça me rappelle quelque chose sur c'est Warren Buffett, où quand Warren Buffett dit quelque chose, c'est parole d'évangile. Et il explique clairement que il se trompe, quoi. Et comme tout le monde, c'est la gestion de l'erreur qui est importante. Et j'ai remarqué une chose, c'est que les gens prennent pour argent comptant ce qu'il dit. Il faut savoir que Warren Buffett, le moment où il est le plus cash sur les marchés depuis le début du siècle, c'est en 2003, et c'est le bas du marché. C'est-à-dire qu'il fait une erreur. Il se trompe complètement. Et il s'est trompé en 2020 aussi. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que l'erreur fait partie du process. Tout à fait. Hein, c'est une bonne réflexion et qu'elle fait partie du process et puis qu'elle se répare. C'est-à-dire qu'il était la résilience. 2020, il a trouvé que c'était pas le bon tempo et puis il a fini par se réexposer ensuite et rattraper très nettement la performance. Encore une fois, c'est la qualité des actifs choisis, le travail fourni, la bonne exposition, la patience, etc. C'est comme Michael Burry qui joue, je crois que c'est en 2022, il joue la chute des marchés européens, il le joue au point bas. Il annonce qu'il est short sur les marchés européens. Michael Burry, alors pour les gens qui ne savent pas, c'est celui qui a vu le crack de 2008 avant tout le monde. L'un de ceux. Ouais, il a été rendu populaire par le film, mais il y en a d'autres qui l'avaient vu. Ouais. Parce qu'il est assez emblématique et qu'il avait une très grosse position. Depuis, voilà, c'est toutes ces histoires de gourous, il faut faire très attention. Il y a pas de faire gourous très attention. Il y a eu des études qui ont été faites dans les années 2000. Je ne sais pas si tu te souviens de Abby Joseph Cohen. Elle a été la papesse des marchés, elle avait prédit le crack. Voilà. Alors en fait, qui prédit, si tu regardes et que tu zoomes, il y en a d'autres qui l'avaient vu venir probablement. Tu as des traders qui avaient pris des positions baissières qui les ont gardées, eux, parce que ce n'est pas le tout de le dire. Il y a ceux qui ont travaillent, qui l'exploitent vraiment et qui tiennent ces positions avec leurs convictions. Et puis, tu as des stars comme ça qui ressortent. En général, on considère que c'est entre 4 et 7 ans, les gourous, pendant lesquels ils peuvent avoir des périodes de succès et de réussite parfaite. Mais quand on voit la performance de Warren Buffett, effectivement, il a eu des moments où il a eu tort, mais il a su changer son fusil d'épaule. Et puis, ça lui a permis d'avoir cette performance historique de quasiment 20% par an sur 60 ans. Donc, il y a cette question de se remettre en cause et puis que les erreurs ne coûtent pas trop cher, bien entendu. On sait aussi, pour cette vieille étude, cette histoire que j'aime bien rappeler, cette étude de Fidelity, tu sais, qui est ce gros courtier américain qui a cherché parmi ses meilleurs performeurs. Il a regardé et il s'est aperçu qu'il y avait des comptes qui performaient mieux, mais ce n'étaient pas des gérants, que ce n'étaient pas des professionnels, que c'était des comptes qui étaient manifestement des particuliers. Et donc, il a essayé de reprendre contact avec eux. Et la plupart de ces comptes-là étaient des comptes de particuliers qui les avaient oubliés, en fait. Donc voilà ce qui se passe en fait sur le temps. Si tu as choisi quelques bonnes actions, à vrai dire, ça conforte ma position qui est effectivement, il faut utiliser le fondamental, il faut utiliser le technique, le combiné, et après il y a un money management particulier qui m'emmène vers un portefeuille long terme, et il me donne raison tous les jours. Donc voilà, et je pense qu'effectivement être conscient que ça peut bouger, c'est une chose, mais avoir une partie peut-être de plus en plus importante qui soit long terme, parce que comme tu viens de le dire, ça surperforme les marchés. Si tu prends que le gratin du gratin, que tu élimines tous les faibles, normalement ça devrait bien se passer. Après c'est facile à dire, mais c'est ça. Et après il faut être capable de supporter ces périodes de perte latente, voilà. Mais effectivement la tendance du marché c'est de monter sur le long terme. Alors moi ça, devant les écrans, je vais avoir tendance à être plus dynamique, mais c'est de pas trop bouger aussi sur une partie qui est en investissement. Puis il faut bien distinguer, on le dit jamais assez, trading et investissement. Parce que sur investissement, tu peux écréter, tu peux avoir un peu de cash,
Sur trading, c'est autre chose, tu vas être beaucoup plus dynamique. Mais sur l'investissement, voilà, il y a des périodes où il y a des opportunités plus fortes, il faut être plus investi. Mais en tout cas, de ne pas gigoter dans tous les sens, c'est manifestement l'une des bonnes clés pour surperformer tout le monde sur le marché. Donc, voilà. Donc un marché qui te chagrine en ce moment, qui t'inquiète. J'aime pas ces comportements très yo-yo, dancy, ces rejets brutaux. Pour moi, j'envisage depuis le mois de novembre dernier une phase de distribution sur la tech américaine. La distribution, c'est quoi? C'est quand les gros acteurs du marché commencent à sortir du papier. Templeton disait, les marchés oscillent et naissent dans la peur, se construisent dans le scepticisme, se développent dans le consensus et meurent dans l'euphorie. La partie distribution, elle se passe en général dans l'euphorie. Alors, on n'a pas tous les comportements d'euphorie aujourd'hui, même si on a quand même des valorisations qui sont monumentales. Si tu regardes on l'a eu sur des valeurs, mais ponctuelles. Je pense à un Palantir, par exemple. Exactement, Palantir. On l'a eu sur CrowdStrike, quand même, qui se paye 1000 fois les bénéfices pour 2027. 1000 fois. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire, peut-être, mais on va leur dire. 1000 fois, ça veut dire que tu payes 10 siècles de bénéfices. Ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire que la croissance pour l'entreprise est telle que ça justifie de payer 1000 années de du bénéfice actuel. Donc, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Beaucoup, ce n'est pas un critère en bourse. Les marchés resteront irrationnels plus longtemps que vous ne resterez solvables. C'est Keynes qui disait ça. Il y a beaucoup de phrases connues que tu devrais citer. C'est bien, bravo. Ouais, c'est des points de repère, parce qu'on parle donc beaucoup, ça ne veut pas dire quelque chose, mais quand on a des foyers d'excès comme ça. Et donc, on peut se demander s'il n'y a pas des gros acteurs qui sont en train de sortir de cette tech américaine depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ça se confirme sur pas mal de titres qui ont du mal à refaire des sommets, voire qui continuent à baisser, et d'autres qui sont un peu dans des configurations compliquées. Donc, je sais que si ça va mal du côté de la tech américaine, ça va être lourd pour le reste du marché. Alors, de belles histoires ailleurs, on voit sur Nextera Energy, sur pourquoi pas des techs chinoises, des choses comme ça. On voit beaucoup de marchés émergents qui ont le vent en poupe aussi. Du Brésil qui se comporte bien, tout ce qui est lié aux matières premières, j'en parle pas évidemment. Donc il y a des intérêts, des foyers d'intérêt, mais est-ce qu'ils vont être capables de contrebalancer ce monstre qu'est la tech américaine? Et pour l'instant, on a des signaux qui laissent à penser au moins à une consolidation, voire à des mouvements plus gênants. Et voilà, si le spectre de la récession revient et que ça se passe mal de ce côté-là, on peut avoir des séquences de marché qui sont baissières et pour longtemps, et on l'a oublié parce qu'encore une fois, 2020, ça a été quelques mois, 2022, pareil, et 2025, j'en parle pas, ça a été... Alors moi, j'avais fait une vidéo une fois qui a fait un carton, elle s'appelait « Je préfère les cracks ». Ah. Et ça fait un carton parce que c'est très surprenant de voir un titre pareil, quoi. Donc j'avais bien joué mon coup là-dessus. Et j'expliquais que je préfère les cracks par rapport à la vitesse. Ça va vite en bas. C'est sûr qu'au moins, voilà. Alors ça va vite. C'est beaucoup plus intéressant qu'un marché baissier qui dure des mois et des mois, qui te rince la psychologie des gens. Et je trouve que les cracks sont plus intéressants. Mais n'oublions pas que les marchés les plus baissiers qui soient sont pas spécialement si longs que ça. Alors, il y a des gens qui trouvent ça insupportable, mais ça dure. Quand ça dure un an, c'est gigantesque. Ouais, ça a duré un an. 2008, le point bas, je crois que c'est mars 2009. Ça commence plus ou moins en 2007. Ça a commencé à être fragile en 2007. Ah oui, 2007, oui, on est d'accord. 2007, ça commence à être compliqué, mais le bas, il n'est pas si éloigné que ça. Voilà, alors on compare, je ne sais pas si on est en 2007 aujourd'hui, mais il y a pas mal d'éléments. En plus, moi, je ne suis pas spécialiste des cycles, mais ceux qui sont bons dans le domaine, voilà, on envisage aussi que ce soit un tempo important pour être un peu en retrait. Il y a des cycles de kitchen qui sont intéressants et ça pointe pour des points hauts dans l'économie 2026, donc probablement des risques, et on sait que les marchés anticipent. Donc on a un risque qui, à mon avis, est vraiment asymétrique aujourd'hui. Encore une fois, je peux me tromper, ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre, ça veut dire qu'il y aura des opportunités aussi, vous pouvez le voir comme ça. Maintenant, on a un peu oublié ce que c'était qu'un bear market, un marché qui baisse régulièrement et qui ne se retourne pas en 3 ou 4 ou 5 ou 6 mois. Et on est ravis de voir que ce qu'on peut appeler Main Street, les opérateurs particuliers, ont été d'un point important dans les derniers mouvements de baisse et sont rentrés souvent mieux que les gros acteurs, contrairement à ce qu'on avait pu observer historiquement. Il est bon de rappeler qu'il peut y avoir des séquences qui sont un peu brutales et que même s'il y a des opportunités à moins 20 ou moins 30, on peut avoir des mouvements qui sont plus importants que ça et surtout qui sont plus longs. Donc, de faire un peu l'objet d'initialement. Puis on a quand même des changements qui se mettent en place qui sont importants
en termes de consommation, de comportement, avec évidemment tout ce que va impliquer l'intelligence artificielle et tout ce qu'implique le rapport aux énergies, etc. Donc, Alors moi ma voir un peu position, comment le tableau va se remettre en place et quels vont être les gagnants de cette séquence-là, c'est difficile aujourd'hui. Donc, avoir un peu de recul, c'est pas mal, et avoir un peu de cash, ça me paraît pas idiot. alors autant je suis assez d'accord avec toi sur cette notion de correction qui peut faire un marché sur 6 mois qui se complique, hein, c'est possible. Hein, c'est vrai que moi ça fait longtemps que je l'attends, hein, mais les graphiques me disent non pour l'instant, mais je l'attends. Mais j'ai une position un peu différente de manière structurelle sur les marchés. Je pense que l'IA, alors, va disrupter énormément de choses. On a déjà des secteurs qui ont été complètement disruptés. Hein. Je pense la production de dessins animés, de cinéma, etc. Ça a été explosé. Il y a des secteurs comme ça qui se font vraiment laminer déjà. Et par contre, j'ai une position plus globaliste qui est de dire qu'on va retrouver enfin, et ça fait très longtemps que ça n'existe plus, de la productivité. Et la productivité est le moteur des bénéfices des entreprises et aussi le moteur du développement capitalistique. Et là, moi, je suis très positif. Hein. Je pense que ça va apporter beaucoup de bonnes choses, mais ça va apporter des changements. Et qui vont être les gagnants de ces changements? Je suis pas négatif du tout sur. Et du coup, investissement dynamique alors. Mais bien sûr. Dynamique. Et c'est pour ça que je dis pour l'instant, je vois pas. Exactement, et je me mets en retrait, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ça va être comme toujours dans les histoires de changements majeurs. Il y a des moments plus difficiles et puis des moments de reconstruction qui sont au contraire positifs. Moi, je suis un éternel optimiste sur la résilience, la capacité à changer, à s'adapter. Et s'il y a des tâches pénibles qui peuvent être effectuées par automatisation, ça me va très bien. Et puis, je suis pas sûr que le travail à tant d'heures par semaine ou par mois pour tout le monde à un même rythme soit la panacée. Ça, c'est encore plus philosophique, mais voilà. Non, je pense qu'il y a un équilibre qui pourra se créer là-dedans. En revanche, je sais pas en termes d'investissement et de marché, ce qui va en ressortir. Donc, pour l'instant, de toute façon, avant d'y voir plus clair, d'avoir des munitions plutôt que d'être coincé avec des convictions aujourd'hui. Comme tu l'expliques, j'ai toujours remarqué, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, dès qu'il y a une rupture technologique, hein, que ce soit, on a eu l'Internet avec 2000, hein, c'est assez clair là-dessus, mais dans cette crise de 2000, on a déjà des gens qui existent, qui s'appellent Google, qui s'appellent Amazon, etc., qui s'effondrent boursièrement, et en bas, c'est l'opportunité du siècle. Et à partir de ce moment-là, ce que tu viens d'expliquer, je crois qu'on parle différemment, mais on dit la même chose. Moi, pourquoi j'aime les cracks, c'est parce que les opportunités sur les valeurs qui sont canons et qui ont subi un crack alors qu'elles ne sont pas vraiment concernées par ça, fait que tu as une opportunité phénoménale sur ces marchés-là. Et quel est le mot magique à mon goût dans ces moments-là? C'est la retenue et la patience. Parce que tu as des opportunités phénoménales qui se proposent. Une valeur extraordinaire à un prix pas cher, je crois que c'est une phrase de Warren Buffett, hein. C'est dans ces moments-là que tu les obtiens. Bien sûr. C'est pour ça que, voilà, à voir, à surveiller, à monitorer. Pour l'instant, on n'a pas de signe déclenché, clairement. On a quand même de la fragilité. Et puis ces comportements, pour faire un petit point un peu stratégique, un peu technique, qu'on observe depuis quelques temps. Regarde des séances comme la semaine dernière. Là, on est à début février, mais dans le courant de la semaine dernière, il y a une séance jeudi où les marchés se sont mis à baisser, notamment au moment de la publication de Microsoft. Assez nettement, et puis surpris en fin de séance. Et ça, moi, j'y vois des séquences où des gros acteurs sont peut-être en train de vendre du papier, puis enlèvent toute la pression baissière d'un coup, et on voit des rebonds assez importants se mettre en place. Hier soir, c'est un peu ce qui s'est produit aussi sur les marchés, mais moins fort. Et donc, en fait, il y a ces dégagements qui sont possibles. Encore une fois, l'intérêt est faible, les volumes plus lourds dans les mouvements de baisse, des structures de retournement petites pour l'instant qui se mettent en place, mais qui sont quand même assez significatives. Sur Microsoft, on en a eu une, elle est allée chercher sa cible. Maintenant, elle ne rebondit pas aussi vite que par le passé. Donc, c'est peut-être le début de quelque chose qui se met en place, d'un retournement. Alors, est-ce que c'est une rotation sectorielle et une pause et qu'on va trouver d'autres relais comme on les évoquait, ou est-ce que c'est quelque chose de plus structurel? Et puis au moment, les supports dont on parlait, on va les rompre. Et là, dans ce cas-là, on change de tempo. Ouais. Et ça peut être autre chose. Pour l'instant, on ne les a pas rompus. Mais encore une fois, dans ces séquences où on ne voit pas clair, où le risque est à mon sens asymétrique, où on a plusieurs éléments dont on a parlé qui vont en conjonction, je me dis qu'on peut rester investi, mais garder de la poudre au sec pour justement ces opportunités, ces moments qui pourraient se profiler. Et encore une fois, c'est une question statistique. Plus le temps passe, plus il y a de chances que ça se mette en place. Oui, voilà, exactement. Moi, j'ai un sentiment qu'on peut vivre une année 2021. Je ne sais pas si tu as souvenir de cette année où on a une forte accélération au début d'année et après une année assez morose et finalement une accélération sur la fin de l'année qui était un pic, qui après a auguré 2022. Bon, après, il y avait de la géopolitique, il y avait aussi une macroéconomie avec une inflation qui galopait, les banques centrales qui font une erreur absolue.
c'est quand même un élément important dans notre métier. Et on avait la combination de tout pour que ça se casse la figure. Mais techniquement, aujourd'hui, qu'on ait une année plutôt calme ou que le gros du gras soit fait maintenant est fort possible, les gens ont une difficulté à concevoir qu'on peut avoir une bonne année avec 6 mois au milieu qui sont totalement correctives, quoi. Et correction ne veut pas dire baisse, hein. Ça veut dire juste aller rechercher des supports, effectivement, comme tu dis, qui seraient intelligents de faire. Et je trouve que graphiquement, ce serait la meilleure configuration, hein, de faire une pause pour pouvoir redonner de l'élan et avoir des éliminations, hein, effectivement, des dossiers qui se cassent la figure. Et ça, c'est la distribution d'une nouvelle technologie comme l'IA. Et puis, vont sortir les vainqueurs. Pour moi, le vainqueur, moi, je l'avais dit il y a un an, pour moi, c'était Google. Il a révélé que c'était le cas. J'ai fait des articles, fut un temps, pour un broker. J'avais fait un article il y a 3 ans sur l'IA, au tout début, de ChatGPT, où j'expliquais que le vrai dominant futur sur le marché était Google pour des raisons qui finalement se comprenaient bien. Et ça se révèle dans les cours de bourse aujourd'hui. Qui mieux que Google te connaît? Exactement. C'est quoi le nerf de la guerre dans l'intelligence artificielle? C'est la data. C'est la data. A la meilleure base de data au monde? C'est Google. Voilà. Donc on est entièrement d'accord sur ce dossier. Effectivement, et ça, c'est une erreur absolue de croire que ChatGPT était le meilleur. Alors je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que techniquement, de quoi se nourrit l'IA? Il se nourrit de données, et qui a les données? C'est pas ChatGPT. Google. On est entièrement d'accord, hein. Google, c'est tout. Et voilà, donc ouais, tout à fait, hein, même raisonnement. On avait. Tu vois, je serais plus inquiet d'un retournement de marché si Google subissait techniquement des choses violentes. Alors que pour moi, Microsoft, c'était un peu surfait. Donc tu vois, et c'est là où la perception de celui qui fait des actions, il y a quelqu'un qui fait des actions, l'autre qui fait autre chose, et à un moment donné, tu te retrouves avec des discussions comme on fait, qui fait que ouais, effectivement, c'est peut-être plutôt Google, faut regarder. Enfin, moi, je trouve que c'est ça. Mais t'es peut-être pas d'accord, hein, d'ailleurs. Je sais pas si. Si, Google complètement, c'est ce que je te disais. Et effectivement, ça va être un des éléments importants. Et elle publie aujourd'hui. Alors on enregistre le 4 février. Hein, on verra bien si ça donne. Voilà. Et donc. T'as le graphique devant toi là? Tu peux le partager? Ouais, bien sûr, je l'ai. Il est prêt. Je la surveille et on la évidemment on la regarde de près. Et Google, tu vois, ça malheureusement ça va conforter l'aspect prudent du moment. Alors une fenêtre et voilà Google que vous avez, je pense, à l'écran. Ça y est, c'est bon là. Oh là. T'es en mensuel là? Nous on l'avait attaqué ici dans la sortie de cette séquence baissière. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, sortie évidemment trop tôt. Probablement, mais voilà. Pour moi, je la lis comme ça graphiquement. Elle est dans un grand range qui est 317,40, 353,60, qu'on n'est pas allé chercher. Alors, on a des extensions intermédiaires que j'avais testées ici. Donc, si on arrive à déborder, à aller chercher 353,60 déjà, et à déborder, les extensions, c'est 389,40, pourquoi pas. Le premier niveau de risque en mensuel, c'est 317,40, on est relativement loin. Mais quand on zoome un peu, j'ai ce biseau. Qui se dessine, qui est relativement propre, avec, comme toujours avec les biseaux, une figure qui n'est pas confortable à travailler parce que des fausses sorties, comme on en a connu hier. Ouais, j'ai remarqué que tu faisais beaucoup de biseaux et c'est vraiment, bravo, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est une configuration qui est super dure à comprendre. Alors, c'est une configuration qui n'est pas très propre. Moi, en fait, j'ai pas de parti pris sur les figures. Je vais essayer de lire celles que je trouve. Et il y a des moments où les marchands en font plus et font souvent les mêmes figures. Là, il se trouve que sur le titre, elle est propre, hein, parce qu'on a un point bas ici, parfait, point haut, point bas, point haut, point bas. Ouais. Donc, on a bien cette séquence avec 1, 2, 3 points quasi parfaits en bas. Elle n'est pas absolument parfait ici, mais quasi. Et 1, 2 points hauts très nets là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la tendance haussière, ça s'épuise, hein, c'est un biseau d'épuisement, mais on a plus d'opérateurs qui sont optimistes, alors que bien, le titre a quand même beaucoup progressé, que d'opérateurs qui sont pessimistes. Alors, ce qui va compter par-dessus tout, c'est évidemment la publication elle-même. Donc, c'est là où ça ressortirait. Maintenant, si on est bien en présence d'un biseau, ça veut dire que si on rompt la borne de base du biseau, qui pour la semaine se situe aux alentours de 328, eh bien, on doit rallier le pied du biseau, et le pied du biseau, il est ici. Donc, si on casse 328, le pied du biseau, c'est la bougie qui a formé le pied ici, et donc c'est aux alentours de 278. Donc, on pourra avoir un premier signe de craquement de la star Google, pour lequel je suis par ailleurs entièrement d'accord avec toi, mais encore une fois, il ne faut pas être amoureux de ces valeurs, hein, il faut regarder ce que le marché en fait.
et puis avoir un regard un peu critique sur ce qui se passe. Donc, ratio put call qui est un peu optimiste, publication qui a eu ce soir, dans une séquence où la tech américaine a quand même secoué un peu. On a vu Microsoft qui était ici, qui a formé une parfaite, Oui, non, il y a un parfait double top. il y a un double top Voilà, magnifique. sommet. La taille du range était bien identifiée ici, je sais pas si vous le voyez bien, jusqu'à 91,40. Quand on a rompu ce range par le bas, on a été chercher parfaitement la cible idéale la semaine dernière, qui était ici. On s'est arrêté dessus en clôture hebdomadaire la semaine dernière, donc sur la cible aux alentours de 430. Maintenant, le problème, c'est qu'on est en train de passer en dessous. Donc, on n'a pas rebondi, tu vois. On n'a pas le même comportement que les autres fois quand sur Microsoft, il y avait un trou d'air et hop, tu vois, là, il y avait une structure de retournement potentiel. On a été chercher un support, on a rebondi, puis on est reparti de plus belle. Là, c'est plus le même comportement. Donc, quand tu as des mastodontes comme ça, et puis allez, une dernière, parce qu'on est en le temps, regarde Amazon, ratio put call 0,45 aussi. Ah, d'accord. Donc, Et Amazon, on est dans un triangle symétrique. C'est généralement une figure de continuation haussière, donc dans légère majeure partie du temps, le triangle symétrique, mais ça peut être une figure de retournement. Et là, pareil, la structure est assez propre et ça donne des amplitudes importantes. On est assez optimiste et on est pile au milieu pour l'instant. Donc, si on déborde 247,38, on repart à la hausse, c'est tant mieux et tout va mieux. Si on rompt des niveaux qui, pour la semaine, se situent aux alentours de 230, 229, on a un risque baissier marqué aussi. Donc, tu vois, on est entre deux eaux et ça va être intéressant. Amazon le publie jeudi. Donc, on va avoir pas mal de réponses à nos questions dans les jours qui viennent. Ouais, bah, ça sera diffusé. L'émission sera diffusée, mais on verra bien. Mais ce sera intéressant que les gens constatent si tes scénarios sont réalisés, qu'ils constatent que ça se réalise vraiment. Ça sera intéressant. Et on voit qu'on est face à un expert. On a quelqu'un de particulièrement compétent. On n'avait pas révisé. Non, on l'a fait en live, mais c'est. C'était une impro. Non, mais c'est sympa. Écoute, c'est ce qu'on s'était dit, qu'on faisait quelque chose de spontané. Et voilà. Et donc, c'est toujours intéressant de partager, puis d'expliquer, puis de voir les tenants et aboutissants. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le tout, à mon avis, les marchés s'en moquent. Ce qui compte, c'est l'analyse et ce que j'en fais. Et donc, en fonction du comportement des différents sous-jacents, on va savoir dans quelle séquence on se situe et donc quels sont les éléments importants. Et quand on ne voit pas bien sur un indice ce qui se passe, on peut aller regarder à l'intérieur et ça va nous donner des éléments importants. Voilà, donc on a regardé des éléments indéfinis pour l'instant, indéterminés. Quand on regarde des CrowdStrike, quand on regarde des Salesforce, on a quand même des dossiers qui sont lourds, qui baissent nettement et qui ne se reprennent pas. Est-ce que ça va être des opportunités à court terme ou à long terme? On va le savoir par la suite. Ça va redistribuer. Moi, je trouve que le monde des actions, c'est celui qui est le plus intéressant. Il y a toujours des choses intéressantes. Toujours. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est les gens vont de plus en plus vers des trucs qu'ils comprennent pas, alors que les actions, c'est le plus simple, entre guillemets. Et merci de m'avoir présenté pas mal d'actions américaines. Moi, je suis une chaîne européenne, mais oui, je regarde les américaines, évidemment, puisqu'elles donnent le ton quand même. Parce qu'elles donnent le ton et puis parce qu'on s'est focalisé sur un aspect large du marché. Mais oui, il y a d'autres. Il y a d'autres dossiers. Est-ce que tu as une anecdote à nous conter, Romain, sur ta vie boursière? Est-ce que tu as un souvenir à nous raconter qui serait même éducatif? Je t'en ai raconté tout au long. Je t'en ai raconté plusieurs. Il y en a plein. C'est difficile d'en déterminer une comme ça parmi d'autres. Oui, on parlait de 2008. C'est une séquence qui a marqué parce que 2000, c'était impressionnant, c'était long. Voilà, maintenant sur l'ampleur des mouvements et le fait qu'il y avait une inquiétude générale, c'est-à-dire qu'on se demandait si le système bancaire mondial n'avait pas flanché quand même. 2008, c'est marrant parce que j'ai eu Nicolas Chéron avant toi et il a dit exactement la même chose. 2000, c'était impressionnant, mais c'était moins inquiétant, si on peut dire. Alors, parce que c'était sectoriel. Le Dow Jones baisse pas autant. Les indices classiques, le CAC 40 baisse pas autant. Il baisse, mais pas autant. On se demandait si le système bancaire mondial n'allait pas collapser. Donc, il y a une vraie panique et il y avait vraiment on a vu des banques sauter, et puis pas des petites. Donc, des comportements qui étaient au-delà de ce qu'on connaissait par le passé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Avec le marché d'une façon générale, de se dire que c'est ce qu'explique bien Nassim Nicolas Taleb dans Le Signe Noir, se dire que ce qui ne s'est jamais produit peut se produire et l'envisager. Et savoir comment on va réagir par rapport à ça. Donc, encore une fois, deviner sur un crack, penser, etc., le marché s'en fiche. Ça, c'est pas de l'analyse. L'analyse, ça va être de déterminer si en fonction de telle rupture, de telle accélération, il y a une configuration qui nous indique ci ou ça. Telle analyse fondamentale, comme toi, je sais que tu aimes bien les pratiquer aussi, te dit qu'il y a une vraie histoire.
Maintenant, tu peux avoir complètement raison sur une histoire boursière. Si le marché n'en veut pas, il va falloir le faire avec. Et donc voilà, c'est ces comportements extrêmes qu'on a vus et qui dépassaient les comportements classiques et normaux du marché qu'on avait connus jusque-là, en fait, et avec des mouvements qui étaient colossaux. Et donc, de ne pas s'entêter dans ces moments-là. Et effectivement, oui, des histoires lourdes avec des clients qui perdent des pieds, ne savaient plus comment réagir. Et donc, dans ces cas-là, on me dit sur les marchés, ne paniquez pas, mais si vous paniquez, paniquez en premier. Don't panic, but if you panic first. Donc, c'est pour ça que je me dis, moi, je n'ai pas envie de paniquer, mais quand je ne vois pas clair, comme c'est le cas en ce moment, je préfère être en retrait. Ouais, moi j'ai envie de rajouter, mais je pense que tu vas adhérer, c'est formez-vous, apprenez, ne vous jetez pas comme des morts de faim, comprenez ce qui se passe, et c'est la meilleure façon de pouvoir vous protéger des marchés, c'est de comprendre et pour pouvoir être le first, comme tu dis, mais avec une technicité quelle qu'elle soit, mais que vous appreniez, et c'est un peu le sens commun qu'on a tous les deux, hein, c'est apprenez. Et puis apprendre à changer son scénario, c'est-à-dire de ne pas s'accrocher à un scénario, c'est aussi un des gros problèmes qu'on rencontre, c'est qu'on a acheté telle action, on est convaincu que c'est la bonne, parce qu'on a beaucoup réfléchi, parce qu'on la connaît, parce que voilà, et c'est le biais d'ancrage, on n'arrive pas, enfin je sais pas si c'est celui d'ancrage d'ailleurs, mais en tout cas c'est un biais qui entraîne l'opérateur à ne pas changer d'avis et donc ne pas avoir tous les éléments inverses qui se mettent en place, donc de ne pas être trop têtu. On peut avoir un scénario, une feuille de route, comme j'aime bien le dire, et puis apprendre à faire évoluer ce scénario. Et dans une feuille de route, il y a des scénarios et des chemins alternatifs. Le but, encore une fois, même de l'analyse graphique ou quoi que ce soit, c'est pas prédictif, c'est de fixer un cadre et un canal pour savoir comment on va réagir dans telle et telle situation. Ouais, tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je te remercie, Romain. Merci beaucoup, Richard. C'était cool. Merci. J'espère qu'on en fera d'autres un jour. Avec plaisir. Bonne journée à toi. Je te remercie pour tout. Puis de la part de tous mes auditeurs, on te remercie d'être passé puis d'avoir fait un petit mot pour Solidads. C'est vraiment trop cool. Je te remercie vraiment. Salut à tout le monde et puis continuez à vous former. Et puis merci pour cette initiative très sympa. Ciao. Salut, bonne journée. Salut. Ah là là, c'était encore trop court. Beaucoup trop court. Mais voilà, il y a une série de vidéos qui s'appelle Au micro de Ricardo pour une asso. Et à vrai dire, il y en a plein. Et vous avez juste à faire ça. Cliquez là. Et vous aurez plein de vidéos à votre disposition sur des gens très connus qui vous permettront d'apprendre pas mal de choses en bourse. Voilà, je vous remercie tous pour avoir assisté à cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.